must see it all to the end. There's nothing outside. I'm going outside anyway. There's nothing outside. Nothing. Deuxième round, Maxime. Et cette fois filmé. En tout cas, Maxime, je suis ravi de t'avoir après cette projection de The Amusement Park et aussi de ton film Texas Trip, parce qu'on va pouvoir parler de The Amusement Park. On a déjà longuement parlé de Texas Trip, ton documentaire, dans une ancienne de nos émissions spéciales Massacre à la tronçonneuse que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. C'est pour ça qu'on va plus s'intéresser du coup à Romero. Mais d'abord, je peux raconter cette anecdote de moi à Lyon, au festival Lumière. Une des rares projections qu'il y a eu en France, parce que je crois que le film a été très peu diffusé, c'est même presque un miracle qu'il soit ici en province. Lors de sa première projection où très peu de gens ont pu rentrer, malheureusement moi je suis resté à la porte, c'était toi qui faisais la présentation. Et il y avait d'ailleurs Marc Collery aussi, dont vous allez retrouver une interview prochainement. Et surtout c'est qu'il y avait Philippe Rouillet, et je me souviens que tu m'as dit que Philippe Rouillet, après avoir vu The Amusement Park, t'a dit « j'ai vu l'enfer ». Et je pense qu'il n'a pas tort. Est-ce que pour toi, c'est une vision infernale, The Amusement Park? Ah ouais, c'est des cercles concentriques, d'enfer de Dante, avec vraiment une sorte de mouvement vers le bas, vers la terre. À la fin, c'est le personnage, enfin on est avec lui forcément, vu qu'on s'identifie, mais on est amené dans les entrailles de l'enfer. Déjà en plus de parler de The Amusement Park, et surtout même dans ce cercle de l'enfer, moi j'ai tout de suite l'idée de ces enfers joyeux où justement il y a ce décalage qui devient encore plus terrifiant, où on a l'impression que tout le monde s'amuse, et cette horreur foraine, cette horreur carnavalesque, j'aimerais qu'on s'y attarde un peu, parce qu'en plus vu qu'on a eu The Wicker Man dernièrement, qui est aussi passé au Dietrich, où c'est une horreur diurne qui se passe en pleine journée, en quoi est-ce que Romero, donc encore un cinéaste des années 70 comme Robin Hardy, en quoi est-ce qu'il développe un peu une horreur un peu différente, un peu plus lumineuse et encore plus du coup perturbante? Déjà elle est perturbante parce qu'elle est extrêmement sociopolitique, et quand il utilise le parc d'attractions, c'est vraiment plus l'idée de divertissement capitaliste, j'ai envie de dire, qu'il retient. Donc c'est un endroit où on consomme, où la foule se rassemble et ne devient qu'une sorte d'entité. On pense presque au livre d'Elias Canetti, là, sur les masses, la foule où l'individu n'existe plus. Ça devient autre chose. Et il utilise vraiment, parce qu'après, la fête foraine, elle a été souvent utilisée dans le cinéma américain. Quand même, alors, si on pense à La Dame de Shanghai, par exemple, avec sa fin... Très souvent, alors soit plutôt de manière très mélancolique, un lieu un peu d'étrangeté. Ça pourrait être Night Tide ou même la balade de Bruno, de Werner Herzog, Carnival of Souls, Malatesta Carnival of Blood, où là aussi le côté un peu creepy. On est plutôt dans la fête foraine, un peu triste, un peu abandonné. Et ou alors ça va être un lieu pour les films d'horreur, les trains fantômes, etc. Mais la fête foraine, j'ai pas vraiment d'exemple où elle est utilisée vraiment comme un microcosme, où elle va représenter la société américaine, mais vraiment avec ses institutions, la religion, la police, les assurances, le milieu hospitalier. Dès qu'on ouvre une porte pour entrer dans un manège, on rentre dans une institution. Et du coup, ça devient vraiment un lieu allégorique. Donc du coup, le film a une dimension qu'on pourrait dire hallucinée et anti-réaliste, quelque part. Mais d'un autre côté, il y a une forme très crue, très sensorielle, puis une manière d'être près des personnages, des visages, et à des moments on a presque l'impression de voir des techniques du cinéma vérité. Et d'un autre côté, il y a aussi des techniques un peu de l'avant-garde. Tout d'un coup, au début, il va mettre des effets de flicker, il va superposer des pistes sonores pour créer une sorte de brouhaha extrêmement oppressant
Ce qui fait que justement, quand il va utiliser le silence, à un moment, c'est un peu comme dans la musique contemporaine, où tout d'un coup, le silence va être peut-être plus assourdissant encore que toutes ces superpositions de bruit. Et du coup, il mélange toutes ces formes à l'intérieur de ce petit film de commande qui a coûté a priori dans les 37 000 $. Il faut le rappeler, ce film voilà, qui a été tourné en 3 jours. 3 jours. Avec des figurants, donc il faisait partie de l'église luthérienne. Il faut il faut dire que c'est une commande de l'église luthérienne de Pittsburgh en Pennsylvanie, là où il était localisé, et qui s'est retrouvé avec ce projet à message pour faire prendre conscience de la maltraitance des personnes âgées. Dans le cahier des charges, on pourrait dire, il fallait quand même qu'il apportait des solutions à la fin. Bon, ça, c'est un peu quelque chose qu'il a mis de côté. Oui, apparemment, oui. Pour plus aller vers le fait de faire réagir les gens. Et c'est hallucinant ce qu'il arrive à concentrer en si peu de temps, sur en plus un travail de commande. C'est là qu'on se dit que c'est vraiment un grand réalisateur. Ah oui, clairement. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comme il y a plein d'échos avec des tas d'autres films. Justement, moi je pensais évidemment le premier, La Nuit des Morts Vivants, qui a été ce petit film bricolé qui a changé la face de la série B et de l'horreur, puisque comme tu dis, Romero c'est avant tout une horreur collective. Et on voyait déjà justement ce côté, en fait, pour moi ces films sont quand même de la pure fiction, avec de temps en temps des aspects cinéma-vérité, comme par exemple ce fameux générique à la fin de La Nuit des Morts Vivants. On voit que Romero commençait aussi déjà à aborder l'ésotérisme 1 an avant de tourner ce film luthérien, si j'ai envie de dire, avec Season of the Witch. Exactement. Qui traitait déjà aussi un peu l'ésotérisme et la sorcellerie, mais sous une manière un peu pacotille, où il y avait déjà un rapport à la société de consommation qui se délivrait. Et ce qui est marrant, c'est de voir que ce film qu'on n'avait pas nous vu, qu'on vient juste de découvrir grâce à sa femme, de voir que l'aspect politique qui était déjà évident dans les premières œuvres de Romero mais n'était pas complètement assumé, là devient, enfin il le traite quasiment frontalement et sur tous les fronts, comme tu l'as dit, en s'attaquant à toutes les institutions. C'est un peu à partir de là aussi que, comme tu l'as dit tout à l'heure pendant ta présentation, on passe ensuite de La Fête foraine au supermarché de zombies qui lui est purement politique et il s'affiche clairement comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment une petite transition là dans la filmographie de Romero avec ce petit film sorti de tombe? Là, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Et après, dans les anecdotes assez ironiques et marrantes, c'est que donc, le Westview Park où ça a été tourné, à peu près 3 ans après, a fermé ses portes. Et il a réouvert, on pourrait dire, au début des années 80, mais pas sous la forme d'un parc d'attractions, mais sous la forme d'un centre commercial. Super, parfait. Donc ça veut un peu dire beaucoup. Après, ce que tu dis sur Season of the Witch, c'est vraiment intéressant. Dans le film d'avant, qui commence par une grande scène onirique, et en plus, cette double réalité dont tu parles, qui sera au centre d'un film un peu plus tard, mais toujours dans les années 70, qui est Martin. Et les liens avec Martin... C'est un de ses films les plus violents. Ouais, et puis moi, un de mes préférés, parce que là, on est presque sur 3 niveaux différents d'interprétation. Et il y a aussi la dimension onirique. Est-ce que tout n'est pas rêvé? Qu'est-ce qui est réel? C'est vrai qu'on oublie souvent cette dimension onirique chez Romero, parce que même quand on pense au Jour des Morts Vivants, le 3e volet de sa fresque sur les morts vivants, ça commence par une scène onirique. Et pourtant, le film est un pamphlet entre les militaires et les scientifiques. Et la dimension onirique chez Romero, je pense, est souvent mise de côté, alors que ça donne quelques-unes des plus grandes scènes de son cinéma. Alors moi je trouve aussi, et là vraiment on peut dire que même si c'est pas un film d'horreur à proprement parler, The Amusement Park, il y a beaucoup d'éléments de fantastique, on a la figure du double, on a la figure aussi de la faucheuse, il y a la mort qui revient plusieurs fois, on est aussi dans... Le Freaks, tu me disais tout à l'heure aussi. La figure des freaks, mais il y a aussi des éléments de satire et d'absurde
Il y a les scènes de repas où on voit que les couverts sont démesurés pour parler justement de la lutte des classes. Et en gros, si on est vieux avec de l'argent, on s'en sort quand même beaucoup mieux que si on n'en a pas. Et si on n'en a pas, ben on mange les restes un peu comme une bête de... comme une bête de foire. Ils sont d'ailleurs exposés comme des bêtes de foire. Mais voilà, il y a cette... je voulais parler de Martine parce que là aussi on ne sait pas, est-ce qu'on a... C'est un personnage qui... justement peut être décrit comme un vampire, en même temps on a affaire à un tueur en série. Est-ce que tout ça n'est pas fantasmé, qu'en fait c'est juste un adolescent tourmenté? Et ce qui est intéressant, c'est que donc l'oncle illuminé, c'est Lincoln Maazel, qui est l'acteur qui est au centre de The Amusement Park. Donc le seul acteur professionnel du film. Oui, et qui a 3 rôles en fait, vu qu'il est à la fois le sorte de narrateur qui encadre le récit un peu à la mode, quatrième dimension, avec le côté, ou le voyageur, avec le côté un peu moraliste, voilà, qui encadre le truc. Qui introduit puis conclut. Voilà, et après il va incarner deux personnages, alors l'un double de l'autre, etc., qui n'ont pas de nom en plus, qui ajoute à la dimension allégorique. C'est une personne âgée qui pourrait être nous, qui pourrait être... Et même quand il s'adresse à nous au début, il y a vraiment ce rapport direct avec le spectateur pour nous amener vraiment dans le film. Donc ça, c'est quand même assez efficace. Et Lincoln Maazel, qui était dans Martine, a exactement la même tenue dans The Amusement Park. D'accord. C'est-à-dire cette tenue blanche, et qui, je trouve, dans ce film-là, prend une dimension très très forte au fur et à mesure, où il est comme plus que esquinté ou écrabouillé par la masse. Son individualité est de plus en plus annihilée jusqu'à presque le faire disparaître, devenir invisible. Et du coup, ce blanc, je trouve, lui donne une dimension assez spectrale. Puis bon, après, il y a la scène de la chambre blanche. Bien sûr, parce qu'avant de partir dans cette espèce d'expérience tourbillonnesque qu'est l'amusement park, le parc d'attractions, il part d'abord de manière très clinique de cette pièce blanche, pour ensuite, à la fin, y retourner, mais évidemment pas aussi blanc qu'avant, quoi. Oui, puis d'ailleurs, il est tout couvert de boue, de sang. De pansements. Voilà, mais à la fois ça rappelle l'univers hospitalier, bien sûr, auquel il fait référence souvent. D'ailleurs, il y a énormément de dénonciations justement des des inégalités de traitement du système américain, de l'inégal accès aux soins en fonction des classes. Oui, totalement. Et en même temps, c'est aussi une forme comme une sorte de purgatoire. Peut-être, tu parlais de l'enfer, mais c'est peut-être la chambre avant l'enfer. Avant l'enfer, mais peut-être l'enfer c'est là dehors, comme il dit. Il dit qu'il n'y a rien dehors. Et c'est marrant aussi comme Zombie qu'il allait faire après, où là on voit vraiment le lien entre consommation et cannibalisme. Même si là il n'y a pas d'acte de dévoration ou quoi que ce soit, on sent bien que la société et ce système mercantile, etc., vide les gens de leur essence et les dévore. C'est pour ça que cette idée de devenir le vieux, il est quelque part entre le vivant et le mort, il est presque dans le monde des spectres en fait. Et c'est pour ça que cette idée de la tenue blanche, je la trouve assez forte. Alors qu'au bout du compte, dans Martine, c'était plus la tenue d'un illuminé avec un peu de classe. Oui, c'est ça. Là, du coup, symboliquement, et le fait qu'il ait repris, je trouve ça assez fort. Parce qu'il y avait une force dans cette idée. De toute façon, le film, il regorge de petites idées comme ça, mais qui sont extrêmement puissantes. On pourra en parler pendant des heures. C'est sûr. Mais justement, d'ailleurs, je voulais. Est-ce qu'on peut aborder rapidement le caractère expérimental aussi des films de Romero, qui ne saute pas non plus aussi forcément aux yeux, mais qui est pourtant bien là. Et tout ça passe aussi énormément par le son. Et on peut dire que dans The Amusement Park, c'est plutôt même lui qui s'est amusé, parce que je crois que c'est un des Romero les plus radicaux que j'ai vu en termes de, plastiquement parlant. Je pense par exemple à cette scène où au début,
au début du parc, il y a un vieil homme qui se fait tester la vue en regardant des petites lettres, et les passants ne cessent de passer devant lui, Ouais. et on est vraiment plongé en fait dans sa rétine qui est constamment tronquée par des petites sautes d'images. Il y a une scène d'autotamponneuse où on a l'impression que les autotamponneuses ont des moteurs de Formule 1. Et bah, du coup, c'est évidemment, comme tu dis, vu que c'est riche, ça me renvoie à cette scène de matricide dans La Nuit des Morts Vivants, où le son déjà commençait, le cri de la mer commençait à s'évaporer dans la pièce. Donc, ce caractère expérimental chez Romero, qu'est-ce que tu pourrais en dire de cette horreur là, expérimentale? on peut vraiment dire, bon, si le film s'apparente vraiment à une bad trip, Il y a ce côté. mais c'est vraiment. Le son fait beaucoup. Tu vois, on avait parlé de Massacre à la tronçonneuse ensemble, hein, mais t'enlèves le son, t'enlèves une grande partie de la force du film, parce que c'est vraiment. Et c'est pour ça que c'est fort de le voir en salle, parce qu'on est vraiment oppressé, les gens ils sortent, ils disent heureusement que ça s'arrête, fois ils en peuvent. On a pu d'ailleurs voir une spectatrice jeune, d'ailleurs, peut-être qu'elle a peur de vieillir, qui a dit je suis content que ça se soit terminé. Mais oui, carrément, mais il y a vraiment une. Le film n'est pas là pour plaire, en tout cas, ça c'est sûr. Non, mais ces superpositions de sons, moi j'adore quand tu as un air folk assez doux, mais qui est tellement superposé au reste que juste c'est trop. Et ces techniques de décalage, oui, c'est des choses qu'on trouve dans le cinéma expérimental, bon après beaucoup ou dans certaines formes de mondo movies ou des choses comme ça, mais pas tellement dans le cinéma fantastique classique, je vais dire. Attention, il y a beaucoup de compositeurs expérimentaux qui ont bossé là-dedans, mais là on est vraiment dans du design sonore. Ça me fait penser bizarrement, là j'y pense à un des premiers films de John Waters qui s'appelle Mondo Trasho, où on entend plein de sons de radio, ça passe du coq à l'âne, mais ça crée vraiment une sensation de vertige. Et là il y a vraiment cet aspect-là, mais j'ai l'impression que tout ça ne mène qu'à une scène, c'est la scène où le son s'arrête et où on n'entend rien. Mais c'est vraiment le silence, il n'y a rien. En fait, c'est tout d'un tour, on passe du trop rempli au néant, tout simplement. Et là, tout d'un coup, on ne sait plus la réalité. On ne sait plus où on est en fait. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne un peu sur notre époque actuelle, sur le fait que le film sorte aujourd'hui. On a l'occasion de le revoir, c'est presque un petit miracle. Mais c'est hallucinant de dire que la propre veuve de Romero disait que l'Amérique n'était pas prête à l'époque pour ce film. Et il sort aujourd'hui, à une époque où il y a eu un isolement social immense, notamment des personnes âgées. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette espèce de retour comme ça de vieilles pépites? Je pense encore à nouveau à The Wicker Man qui arrive à une époque où on a un nationalisme grandissant et tout un tas d'entrechocs de civilisation et de culture. Là, on a The Amusement Park qui parle d'isolement social en quelque sorte, mais aussi de crise de l'immobilier, de crise au sein même de la société, le choc des institutions. Oui, puis la maltraitance des personnes âgées, ok, là on est dans un contexte américain, même americana j'ai envie de dire, mais le truc c'est que là on l'a bien vu, même ici, et d'ailleurs c'est encore le cas là maintenant, les personnes âgées qui pourtant, même si elles ont été vaccinées, elles sont encore enfermées, elles n'ont pas le droit de sortir, les visites c'est quoi? C'est un quart d'heure par semaine où tu vas... derrière des plexiglas, etc. C'est la réalité de là, ce qu'on fait vivre aux vieux, et plus ils sont démunis, malades ou dans des institutions, plus ils vont en pâtir en fait. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est de voir qu'une œuvre qui a 48 ans, qui a presque 50 ans, et qui est d'un contexte américain où ça s'est à peine un peu amélioré, et encore, en fait elle a une portée totalement universelle là, avec ce qui se passe, parce que les premiers qui ont pâti des mesures envers la pandémie et tout ça, c'est quand même les plus démunis, les vieux, les gens solitaires, etc. Donc c'est assez fou
fou comme une œuvre voilà, de commande, un moment donné à Pittsburgh, en Pennsylvanie, peut avoir une sorte de dimension assez universelle et terrible en même temps, parce qu'il y a une tristesse dans le film en fait. Il y a un constat. Au-delà de la satire, côté farce macabre, il y a quand même un constat assez désespéré. Et je pense que c'est ça qui est violent, c'est qu'il y a un vrai désespoir dans le film. Et que, d'autant plus que ce personnage qui est tout mignon, qui est vraiment le gentil vieux monsieur, tout ce qui lui arrive est totalement injuste. Et en même temps, c'est la société qui est comme ça. Et elle est totalement injuste avec les vieux, en fait. Donc voilà, mais vu que de toute façon, on va tous y passer si on dure assez longtemps. Oui, il y a quelque chose d'assez angoissant. C'est un vrai film angoissant et désespéré. Clairement. Écoutez, en tout cas, ça rejoint bien notre époque. Avec des trucs assez particuliers. Il va falloir du temps pour les digérer. On voit que l'horreur collective est ici, on va dire. C'est ça. Bon, en attendant la digestion, Maxime, est-ce qu'on peut parler de ton actualité? Là, il y a beaucoup de choses. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un bouquin. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le Fifi Grotte. Oui, alors le livre, c'est un long travail. Puis moi, mes livres, ça me prend des années, donc c'est trop tôt. Bon, puis le dernier livre est sorti il n'y a pas très longtemps, Potemkin et le cinéma halluciné. Ouais, d'ailleurs, on peut le dire, c'est aussi Potemkin aussi qui s'occupe de la distribution du Amusement Park, je crois. Voilà, c'est ça. Et on est un pur exemple de ce cinéma halluciné que j'ai étudié dans le livre avec Amusement Park. Mais après, oui, là, je suis vraiment sur la programmation du Festival du film grolandais de Toulouse. Ce sera du 20 au 26 septembre. Et on est à fond dedans. Les 10 ans. C'est les 10 ans. C'est les 10 ans, donc on va essayer de faire quelque chose de bien. Et on va organiser des Jeux Olympiques grolandais. Ça va pas être triste, ça. On devrait bien s'amuser, on devrait voir des belles pépites. Pas mal d'avant-premières, des inédits, des chouettes documentaires, des super invités. On sera dans toute la ville de Toulouse. Super. En tout cas, merci beaucoup Maxime. Merci à toi. Puis, rendez-vous en septembre à Toulouse pour le Fifi Grotte. Et puis on tient quand même aussi à remercier le cinéma Le Dietrich de Poitiers d'avoir permis à ces chapeaux de vin de découvrir The Amusement Park. Et puis procurez-vous le film dès qu'il sera disponible. Je crois que le film il sort vers octobre. Vers octobre. Par là. Ok, nickel. Bon alors dans ce cas, attendez octobre. Ciao. I'll see you in the park someday. Bye.